Les matinales de KPMG. Bonjour à tous et bienvenue sur les ondes de Radio KPMG dans cette édition spéciale des matinales consacrée au régime général des sûretés et en particulier au cautionnement. Avec notre invité Alain Couret, membre du conseil scientifique de KPMG Avocats et professeur émérite de l'école de droit de la Sorbonne, nous allons expliquer en quoi l'ordonnance du 15 septembre dernier fera évoluer dans un avenir proche le régime général des sûretés et en particulier celui du cautionnement. Bonjour Alain. Bonjour Hélène, bonjour à tous. L'ordonnance du 15 septembre 2021, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2022, modifie certains aspects du régime général des sûretés. Parmi ces sûretés, Alain Couret, vous avez choisi de privilégier le cautionnement. Pourquoi ce choix ? Le cautionnement est l'épicentre de la réforme. Il convenait de rénover et de sauver le cautionnement parce que la force de ce dernier était minée par la multiplicité des contentieux qui étaient nés sous l'empire du régime antérieur. Ensuite, c'est sans doute la sûreté qui nous est la plus familière. Parler de cautionnement, c'est inévitablement faire surgir chez beaucoup d'entre nous des souvenirs heureux et parfois douloureux. Selon la vieille formule, le cautionnement se constitue dans la joie et s'exécute dans les larmes. Dans la joie, parce que le cautionnement étant en principe un service d'amis, il a été bien souvent contracté au profit de membres de sa famille ou d'amis ou de proches. Exécution dans les larmes, car hélas, une dette que l'on pensait virtuelle vient soudainement prendre corps suite à la défaillance de ceux que l'on avait voulu garantir. La caution se définit en effet comme le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Une fois la dette payée, la caution pourra se retourner contre le débiteur principal, à supposer bien sûr que celui-ci ait des ressources suffisantes pour que ce recours ait un sens. S'ensuivent des contentieux innombrables qui ont donné lieu à une très riche jurisprudence, soucieuse pour une large part de protéger des cautions imprudentes. Alain, vous dites que le cautionnement est un service d'amis, pourtant beaucoup de cautionnements ont un caractère professionnel. Bien sûr, Hélène, le cautionnement, à l'origine, c'est un acte gratuit. Dans le Code civil de 1804, c'est un petit contrat qui n'a pas grande importance. Il a été longtemps une sorte de contrat de bienfaisance. Aujourd'hui, dans de multiples hypothèses, il acquiert un caractère commercial. Il en va ainsi des cautionnements donnés par les banques et autres établissements de crédit. Le cautionnement est en effet un de leurs métiers. Il en va également de même lorsque la caution jouit d'un intérêt patrimonial personnel dans l'opération garantie. Ainsi, de la caution qui est donnée par le dirigeant de la société, car il a un intérêt patrimonial à ce que la société réalise l'opération. Les choses, évidemment, sont moins évidentes lorsque c'est le conjoint du dirigeant ou un associé ou encore un salarié de la société débitrice qui peuvent être appelés à se porter garant. Alors là, les juges sont plus hésitants, sachant que l'enjeu du débat, c'est surtout de savoir devant quel tribunal on va plaider. Tribunal judiciaire si le cautionnement est civil, tribunal de commerce si le cautionnement est commercial. Et justement, devant quel tribunal va-t-on plaider ? L'ordonnance clarifie les choses en disposant dans son article 28 que le cautionnement d'une dette commerciale est, entre toutes personnes, commercial. Désormais, donc, le contentieux relatif à ce cautionnement relèvera de la compétence des juridictions commerciales, dont les tribunaux de commerce, ce qui devrait mettre fin à des débats sans fin sur la détermination du juge compétent. Ceci n'est pas au demeurant nécessairement favorable aux cautions. Et il faut ajouter que ce cautionnement commercial sera nécessairement un cautionnement solidaire, ce qui veut dire concrètement que la caution ne pourra exiger que le débiteur soit d'abord poursuivi ou que, s'il y a plusieurs cautions, les poursuites soient divisées entre ces cautions. Revenons à la protection des cautions. L'article 60 de la loi Pacte, bien connu maintenant, qui autorisait le gouvernement à intervenir par ordonnance dans le domaine des sûretés, assignait, entre autres finalités à la réforme, d'assurer la protection de la caution personne physique. Alain, en quoi cette nouvelle ordonnance améliore-t-elle leur sort ?
Protection des cautions, oui, mais l'ordonnance s'était vue assigner aussi une finalité qui était d'améliorer l'efficacité de la caution. Alors, on va voir qu'il y a toujours un mix de ces considérations dans la réforme. Par exemple, s'agissant de la constitution du cautionnement, elle va être un peu moins formaliste. Chacun de nous se souvient d'avoir un jour recopié à la main, quelquefois sur un coin de table, une formule interminable et rigide qui était censée nous faire prendre conscience de la portée de notre engagement de caution. Et toute déviance par rapport à la formule sacramentelle pouvait être prétexte à contestation. Désormais, l'article 2297 du Code civil dispose que, à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoire exprimé en toutes lettres et en chiffres. C'est une règle nouvelle qui profite à la fois aux cautions mais également aux créanciers. L'intérêt, c'est qu'elle devrait tarir un contentieux qui très souvent prenait appui uniquement sur des virgules mal placées. Ensuite, quand même, l'exigence de la mention voit son champ étendu. Elle vaudra pour tous les cautionnements, même si le créancier n'est pas un professionnel, règle qui est favorable aux cautions et qui est nouvelle. Pourtant, en 2021, à l'heure du tout électronique, cette obsession de la mention manuscrite n'est-elle pas un peu surprenante? Ne pouvait-on pas digitaliser tout cela? Oui, en fait, c'est possible. Dans un souci de modernisation, la mention ne sera plus nécessairement manuscrite parce que le contrat peut être conclu par voie électronique. Jusqu'à maintenant, on avait considéré que le fait d'écrire à la main permettait de mieux percevoir la gravité de l'acte. Mais en réalité, on veut favoriser la dématérialisation et donc par conséquent, désormais, cette mention manuscrite peut être portée de manière électronique. On est dans l'air du temps. Alors, comme vous l'avez dit au début de cette interview, Alain, on sait bien que les personnes caution ne sont pas toujours conscientes de l'importance de la portée de leur engagement, ce qui conduit à l'exécution dans les larmes dont vous parliez tout à l'heure. Que fait le texte nouveau pour faciliter la prise de conscience? Il est créé une obligation de mise en garde au profit de la caution. Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. À défaut, le créancier sera déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. Cette obligation de mise en garde va profiter à toutes les cautions et pas seulement aux cautions non averties, comme c'était le cas dans la jurisprudence antérieure. Quand vous parlez, Alain, de caution non avertie, c'est par opposition aux cautions dites averties, c'est-à-dire une caution prise par toute personne qui, par sa profession, son passé, etc., a connaissance de l'engagement de caution. Vous évoquez les capacités financières du débiteur principal et celles de la personne caution. Qu'en est-il? Nous avons ici une exigence de proportionnalité qui, déjà dans le passé, sanctionnait l'engagement manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution dès la conclusion de l'engagement. L'obligation de respecter ce principe de proportionnalité est consacrée et là encore étendue à tous les créanciers, qu'ils soient professionnels comme les banques ou qui ne soient pas professionnels. Lorsque le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel est, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel cette caution pouvait raisonnablement s'engager à la date de conclusion de l'engagement. Précédemment, le créancier était plus maltraité car il ne pouvait pas se prévaloir du tout du cautionnement. La règle est ici favorable au créancier, mais cette consécration de la proportionnalité et sa généralisation sont, elles, favorables aux débiteurs. Toujours dans l'ancien texte, les créanciers professionnels avaient déjà des obligations spécifiques. Ils avaient notamment un devoir d'information à l'égard des cautions. Bien sûr, la caution bénéficie déjà et depuis quelques années d'un droit à une information annuelle.
De même, existe une obligation d'information de la caution sur la défaillance du débiteur principal. Sur tous ces points, l'ordonnance ne fait qu'en fait rassembler des textes qui étaient épars et qui désormais sont tous dans le Code civil. Mais là-dessus, il n'y a rien de vraiment nouveau. Et dans le processus de caution, la fin de l'obligation de cautionner est bien évidemment un moment très attendu par les cautions, et pas seulement par les personnes physiques, au demeurant. L'ordonnance du 15 septembre 2021 apporte-t-elle des éléments nouveaux dans ce domaine ? Soyons francs, elle reprend très largement les solutions antérieures de la jurisprudence, avec toutefois quelques petites différences. Par exemple, lorsqu'un cautionnement est à durée indéterminée et qu'il porte sur des dettes futures, la caution peut y mettre fin à tout moment. Ça, c'est une solution classique, à supposer quand même que soit respecté un préavis. S'agissant de personnes physiques, les héritiers de la caution ne sont tenus que des dettes nées avant le décès et par conséquent, toute clause contraire sera réputée non écrite. Mais là encore, c'était la jurisprudence antérieure. Sujet qui est un sujet bien classique, c'est en cas de dissolution d'une personne morale par l'effet d'une fusion, d'une scission, d'une tupe, la caution demeure tenue pour les dettes nées antérieurement, ce qui est déjà en fait la solution de la jurisprudence. C'est ce qu'on appelle techniquement la distinction entre l'obligation de règlement et l'obligation de couverture. Je suis tenu de régler les engagements du passé en tant que caution. Je ne couvre plus ceux de l'avenir, sauf stipulation expresse. Signalons au passage que, règle qui existait déjà en jurisprudence, la caution du solde d'un compte courant ou d'un dépôt ne peut être poursuivie 5 ans après la fin du cautionnement. Alors jusqu'à maintenant, on a parlé du cautionnement comme sûreté personnelle, mais il existe aussi une autre version du cautionnement appelée cautionnement réel. De quoi s'agit-il ici, Alain ? C'est une forme de cautionnement qu'on connaît pratiquement bien parce qu'ici, la caution fournit un bien à titre de garantie de la dette d'autrui. Donc, en réalité, ce n'est pas un véritable cautionnement au sens que l'on a rencontré jusqu'à maintenant, puisque les droits du créancier ne pourront s'exercer que sur le bien que l'on a donné en caution. Ceci étant, c'est un apport substantiel de l'ordonnance. Cette caution réelle va pouvoir bénéficier des règles protectrices de la caution personnelle, ce qui n'était pas le cas antérieurement. Et notamment, il devra y avoir exercice du devoir de mise en garde et devront également être délivrées les obligations d'information. Une autre question, est-ce que les dispositions que l'on vient de voir ensemble sont immédiatement applicables ? Non. Il fallait quand même laisser un peu le temps à la pratique de se familiariser avec les dispositions qui, quelquefois, sont techniquement complexes ou en rupture avec le droit intérieur. Vous l'avez dit en introduction, le texte entrera en vigueur le 1er janvier 2022. Observons toutefois que les cautionnements qui ont été conclus antérieurement à cette date demeureront ensuite intégralement soumis à la loi en vigueur au jour de leur conclusion, en clair, dont resteront régis par les normes en vigueur sous l'Ancien Régime. Mais, exception à l'exception, les obligations d'information s'appliqueront immédiatement aux cautionnements constitués avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance. Alain Couret, un grand merci pour ces explications limpides. Cette réforme du cautionnement avait pour ambition de limiter les contentieux, mais compte tenu du caractère dramatique de beaucoup d'appels de caution, la tentation de saisir le juge sera sûrement encore très vive. Souhaitons-nous d'avoir tort. À très bientôt sur ces ondes. Les matinales de KPMG.